Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou du design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein même de ces grandes entreprises. Alors pendant une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou sur tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Avant de passer à notre invité, je voulais juste vous annoncer une très belle nouvelle. Cette année, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire de la ProductConf, l'événement annuel de la communauté Produit et Design. Je vais y animer plusieurs tables rondes. Alors la ProductConf en est à sa 4e édition. L'événement cette année aura lieu à Paris, au Trianon, dans un décor absolument magnifique. Vous pouvez retrouver plus d'informations et vous inscrire directement sur le site web laproductconf.com. J'espère vraiment vous retrouver nombreux le 6 juin prochain. Voilà, retour à la French Touch. Belle écoute à vous, en compagnie de notre invité. Bonjour Alex, merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Je tenais à remercier aussi Fabrice qui nous avait mis en relation. D'ailleurs, c'était par son entremise. Alors, ça fait plus de 10 ans que tu travailles. Tu as fait une école de commerce à Bordeaux. Tout à fait. Et j'ai vu que tu avais complété ça par des cours à distance sur General Assembly en UX. Ouais, et même des cours en fait le soir et le week-end. Ouais. On pourra y revenir. Ouais, on pourra. Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Tu es passé par JP Morgan, Ernst & Young en tant que business analyst il y a longtemps, avant de partir à Sydney, en Australie en 2011. Tu vas y rester plus de 8 ans, 4 ans dans une agence, Customer Experience Company, qui, je pense, va marquer un vrai tournant, tu me diras, qui t'a amené vraiment sur la partie Customer Experience, UX, et après, à partir de 2015, donc tu commenceras à travailler sur ce qui deviendra Running Heroes, et tu seras le Managing Director Australia et Nouvelle-Zélande. En janvier 2017, tu rentres à Paris, et pendant plus de 2 ans, donc, tu vas être le CPO du groupe, qui a été renommé depuis Sport Heroes Group. Alors là, t'en es parti il y a très peu de temps, donc ça va être une interview intéressante où on va parler de ton ancienne boîte, et aussi, et ce qui m'intéresse surtout, c'est tes futurs projets. Sport Heroes, la startup a été fondée en mai 2014 par Boris Pourreau, qui est aujourd'hui le CEO et qui est toujours le CEO, et Jean-Charles Touzalin, le CTO. Alors à l'origine, il y avait un concept simple et qui était d'ailleurs fédérateur. Je me souviens l'avoir vu à l'époque passer, c'était sur il y avait pas mal de Facebook en fait, c'était vachement mis en avant. C'était de récompenser en fait les coureurs à hauteur de leurs efforts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, plus tu courais, tu obtenais des réductions et des offres spéciales qui étaient pour le coup proposées par des grandes marques. Alors aujourd'hui, ça s'est quand même bien élargi. Plus largement, on va dire que la startup, elle est dans le monde du sport et du bien-être. Elle est présente en France, au UK, donc en Australie et Nouvelle-Zélande aussi. Il y a un peu plus de 50 collaborateurs. Ce qui est intéressant, en 2015, la startup a créé la première course connectée pour l'UNICEF. Et je dis ça parce que ce qui est vraiment important avec Sport Heroes Group, c'est que c'est la data qui est au cœur de l'activité de la startup. Parce que les données en fait sont récupérées et qui servent de base à la gestion et à l'animation des communautés viennent de tous les partenariats qui ont été tissés au fil des ans avec les montres connectées, avec les GPS, en gros avec tous les appareils. Aujourd'hui, c'est plus de 350 partenaires, c'est plus d'1 million d'utilisateurs, c'est plus de 100 entreprises clientes. Alors pour commencer, est-ce que tu peux redire un peu ce qu'est Sport Heroes Group et les offres de services qui sont associées? Je pense que déjà tu as fait un bon summary et je suis désolé, je vais faire beaucoup d'anglicisme mais je l'ai pas dit. Tu es franco-australien. Tout à fait. Ouais. Point très important. Et on pourra y revenir parce que je pense que chaque parcours de chaque personne construit un petit peu son avenir en même temps et ça fait partie intégrante maintenant de ce que je suis. Ouais. Et tu fais un bon état des lieux de Sport Heroes. Il y a 2 étapes marquantes, tu l'as dit, on a été précurseur dans le rewarding dans le domaine du sport. Pour faire très simple, c'était vraiment le modèle que les airlines utilisent de miles, où plus tu prends l'avion, en général, plus tu accèdes à des cadeaux, des récompenses sur leur
programme. Et nous, on a appliqué ça au running d'abord, puis au vélo avec Cycling Heroes. Ouais. Et très récemment, là, en janvier, ça a été mon dernier projet. À la natation, on a lancé Swimming Heroes. Ok, d'accord. Et le ski? Le ski, ça a été une aventure assez intéressante qui a été faite en partenariat avec Rossignol, Ouais. qu'on a mis un peu en pause parce que, et on y reviendra peut-être, parfois les startups doivent faire des choix et mettre des choses en pause pour... mais on y reviendra sous un format un petit peu différent, le ski étant assez saisonnier, mais en fait ça fait partie d'un univers plus grand qu'est l'outdoor, où les gens aiment à la fois la montagne, l'été et l'hiver, et donc on voulait avoir une proposition de valeur plus forte par rapport à ça. Tout ça pour dire que par rapport à ce qu'on fait, en fait, la définition change d'année en année, et c'est aussi ça, une startup se redéfinit en permanence. Nous, on a tous les business models qui existent, et c'est ça qui est intéressant. Running Heroes, hein, tu le disais, c'est une plateforme de récompense, et on travaille du coup avec des marques. On a voulu, auprès des marques, proposer une alternative à l'advertising, en fait, et de recréer une relation plus profonde avec le consommateur direct, en lui proposant des expériences, et puis en récompensant son comportement positif, et donc en fait avoir un effet à long terme plus positif sur le bien-être de la personne. Ça a quelque chose qui a bien marché auprès des annonceurs, et donc ça c'est des mots un petit peu de médias qu'on utilise, mais c'est comme ça. Donc on vendait des campagnes un petit peu 360, où on allait proposer à la fois du digital, puisqu'on a une plateforme avec une audience assez connectée et assez répondante, engagée, et puis à la fois la possibilité de faire des événements, et tout ça sur un univers où on est un petit peu expert, parce que tu disais on a 50 passionnés de sport en fait, et donc on avait envie de transmettre ça à tout le monde. Ça c'est un peu une définition sur le grand public. On a c'est le type de l'iceberg. En fait, on a été une agence digitale pendant très longtemps. Ouais, c'est ça. Okay. Une agence digitale, pourquoi? Comme tu le disais, on a créé un API qui se connecte à l'ensemble des trackers, et donc on récolte cette data, et nous on uniformisait la data pour pouvoir la réexploiter. Donc l'idée c'était pas forcément d'un point de vue individuel pouvoir savoir qui fait quoi, mais d'un point de vue global, comment on pouvait utiliser cette data. Et ce qu'on a fait principalement, c'est créer un algo qui permettait en fait de prendre tous les sports et d'essayer de leur donner une unité de mesure similaire, le point le point d'effort qu'on a appelé chez nous, qui permettait de comparer quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du vélo, de la natation, et d'essayer de pouvoir les comparer. Et ça nous a permis de créer un certain nombre de fonctionnalités. Et ça a été la base, en fait, de notre back-end. D'accord. Sur lequel, derrière, on proposait des fronts à des marques qui souhaitaient animer en marque blanche leur communauté. Donc, et là, on a travaillé avec UNICEF. Sur les courses connectées. On a travaillé avec le Marathon de Paris sur leur application mobile d'entraînement. Et en fait, chaque acteur qui avait des problématiques un petit peu dans le sport et qui souhaitait animer des communautés, on était là et on leur proposait des sites, pas clés en main, mais des sites qu'on construisait. Et donc vraiment un modèle d'agence, on répondait à des appels d'offres qu'on gagnait. Et ça a été assez intéressant puisque moi j'ai rejoint le groupe, il y avait à peu près 3-4 employés donc il y a 4 ans, et j'ai vu un petit peu tout ça de loin puisque j'étais en Australie et j'ai essayé de bootstrapper un petit peu le projet là-bas. Ça on va revenir dessus, parce que en fait t'avais un projet similaire ou t'étais déjà intégré à Running Heroes à l'époque où t'étais en Australie? Je vais essayer de donner des éléments de réponse pour déjà répondre concrètement à la question. Non, je faisais pas du tout partie de Sport Heroes en Australie. J'étais chez Customer Experience Company, une boîte de conseil qui était spécialisée dans l'expérience et la stratégie client, sur des problématiques qu'on appelait multi-channel à l'époque. Donc, multicanal, comment lier à la fois l'expérience in-store, donc dans des magasins, l'expérience digitale, l'expérience mobile, l'expérience du call center, dans un monde où, en règle générale, dans les grands groupes en tout cas, on a des systèmes d'information qui sont pas connectés et on n'a pas du tout une vision transverse de l'utilisateur. Pour faire simple, tu rentres dans un magasin, tu te renseignes et puis après tu commandes en ligne. L'expérience était cassée, on était incapable de savoir le parcours complet d'un utilisateur et quel avait été son parcours avant d'avoir un acte d'achat. L'attribution aussi. Exactement. L'attribution sur chacun des canaux pour voir aussi quels sont les investissements médias que tu peux faire et pondérer tes investissements en fonction de la rentabilité de chaque canal. Qu'on retrouve même dans le digital, hein, quand tu fais une pub sur Facebook et que tu as un téléchargement qui se fait de ton application, est-ce que tu es capable de bien récilier les deux? On a ces problématiques-là dans le digital. Mais moi, ce qui était intéressant, c'est que c'était un groupe plutôt traditionnel à la base. Et on était 10 quand j'ai rejoint Customer Experience, et quand je suis parti, il y avait une 60aine de personnes. Et en fait, on a vu des choses assez intéressantes qui se faisaient. C'était le début du design thinking, en Australie, pas aux États-Unis. Et il y avait une boîte qui perçait là-bas, c'était IDEO.
Ouais, bien sûr. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que IDEO venait faire du consulting en Australie à des montants exorbitants. Ils arrivaient à mettre 10 consultants pendant 3 mois, qui faisaient shipper de SF, et ils facturaient ça des millions. Et en fait, ils se sont dit, en fait, non, on va créer le design thinking en Australie. Et moi, j'étais très jeune à l'époque, j'ai juste observé ça et je me suis un petit peu embarqué dans ce journey, et ça a été magnifique. J'ai découvert le UX, j'ai découvert le design thinking, tout ce qui était ideation. Tu venais pas du tout ce monde-là. Non, mais chaque expérience que j'ai faite a été liée, en fait. J'étais en France chez Ernst & Young, j'ai découvert un petit peu le consulting à l'époque et j'étais dans une petite business unit chez Ernst & Young qui s'appelait Performance Improvement, dont l'objectif était de regarder un petit peu les process liés à l'expérience utilisateur à l'époque on parlait du Lean Six Sigma. Comment on peut améliorer l'expérience utilisateur d'un point de vue process. D'accord. Ok, donc c'était quand même. Le mot commun, c'est customer en fait. Ouais, c'est ça qui m'a permis de faire un petit peu ce saut à chaque fois d'une expérience à une autre, en reliant toujours quelque chose, pas tout, mais juste au moins un élément qui me permettait de continuer dans la voie. Bon là, on va vite, parce que. On va très vite. Et on va survoler un peu tout. Je vais clôturer le sujet peut-être Sport Heroes pour finir en disant aujourd'hui, et c'est un peu ce que moi j'ai voulu apporter pendant ces dernières années, c'est le business model d'une agence, c'est assez simple, c'est 1 euro de chiffre d'affaires est égal à 1 euro de valorisation de ton entreprise. C'est aussi très fluctuant et lié à donc en gros tu recrutes quand tu as beaucoup de volume, et puis dès que tu as plus de volume, tu réduis donc l'idée c'était plutôt d'aller vers un modèle en SaaS. Et donc c'est ça que moi j'ai essayé de mettre en place, de créer un SaaS. Donc on a regardé tout ce qu'on a fait, on avait créé plus de 30 sites internet. On a regardé le champ fonctionnel et le scope fonctionnel, et après les business models de ces différents sites, pour essayer de créer un seul et unique produit qui va répondre à 2 enjeux chez nous: le bien-être en entreprise avec un vrai modèle en SaaS et une licence, et ce qu'on appelle nous le B2C ou le consumer, où là on a plutôt des sites grand public où on propose Running Heroes, Cycling Heroes aux gens et de rejoindre une communauté et de vivre un petit peu leur passion pour le sport. D'accord. Et notre mission, c'est de donner aux gens l'envie de faire du sport en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est toi qui as structuré l'offre en interne en fait. C'est-à-dire le modèle aurait pu continuer ad vitam potentiellement sur un modèle d'agence ou en réponse aux appels d'offres, et puis ça se développe comme ça. Je pense que très vite, en fait, nos fondateurs ont su que c'était pas vers là où ils voulaient se lancer. Et je pense que il y a des choix difficiles dans une start-up quand on se cherche. Au début, on a de l'attraction, mais ça veut pas dire que le business model du début soit le business model de demain. Et d'ailleurs, en fait, nous, notre vision, aujourd'hui, on fait beaucoup de médias, mais c'est vrai que notre ambition, c'est pas forcément, c'est beaucoup plus développer l'aspect communautaire pour pouvoir être au plus proche des utilisateurs et avoir une marque tellement belle, ce qu'on appelle les love brands, pour que peut-être un jour on arrête complètement l'advertising pour simplement avoir un écosystème qui s'auto-régule en proposant des expériences nous-mêmes, pas en marque blanche cette fois-ci pour des marques, mais carrément au nom de notre marque, parce que les gens voudront s'associer à notre marque. Ouais, parce qu'il y a déjà je voyais l'Observatoire du running connecté, il y a un magazine même, The Running Heroes Society, quatrième numéro sorti. Il y a quand même pas mal d'initiatives autour de la marque Sport Heroes Group. Là, t'en es parti, ça fait que quelques temps. Alors j'ai 2 questions. La première, c'est, t'as été CPO. T'avais pas du tout ce background au départ. Donc quelle a été cette expérience en tant que CPO, tes challenges, ce que t'as appris, et deuxième pendant, qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'étape d'après et donc partir sur de nouveaux projets. Peut-être commencer par l'expérience CPO déjà. Au sein de la startup, vous étiez combien dans l'équipe produit? Alors moi quand j'ai rejoint, il y avait pas d'équipe produit en fait. Ouais, j'étais tout seul. Après on avait 2 designers. Donc j'ai très rapidement récupéré les designers et on a tout de suite voulu vraiment bien cadrer leur rôle vers du product design. Et donc ça c'était quand j'avais pas de product manager, donc alors quelle différence tu fais? Le product designer, il a plutôt un background de design d'interface. Moi, j'ai une définition que j'aime bien du product manager. Oui, c'est un généraliste, mais c'est celui qui a pas peur de faire ce que les autres veulent pas faire. Dans une entreprise, et dans une entreprise qui a peu de ressources ou qui est limitée, le bon product manager, c'est celui, quand on est autour d'une table et qu'on dit faudrait faire ça,
il y a personne qui lève la main, le product manager, il va prendre le relais. Et en fait, c'est ça qui fait au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gens qui travaillent parfois en silo ou parfois en équipe. Il est là pour façonner les méthodes de travail et faire en sorte que éclore le produit qu'on veut faire. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été très frustré dans le sens où je me suis dit enfin je vais pouvoir faire de la recherche utilisateur. Enfin je vais pouvoir faire de l'observation, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans, et c'est ce que je me suis dit voilà pourquoi je veux faire du produit. Et quand je suis arrivé, on m'a dit non, mais en fait on veut complètement changer notre business model, on a une équipe technique qui est pas très structurée, on n'a pas de manager, faut déjà commencer par là. Commence par l'orga, quoi. Commençons par de l'orga, commençons par se structurer. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas d'outils. Alors, Jira, Confluence, ça parle sûrement au product manager, mais on n'avait même pas ça. Donc, fallait déjà commencer par ça. On n'avait même pas d'entretien de one-on-one, on n'avait même pas de relation avec c'était un peu chacun se débrouille. Et c'est normal quand on passe de 10 personnes à 30 personnes assez rapidement. Si personne n'a vécu du management ou n'a la possibilité de regarder vers le haut et de se dire j'ai vécu ça, à minima je vais reproduire ce que j'ai vécu. Et en fait ça a du mal à prendre. Et donc moi c'est ce que j'ai pu apporter tout de suite. Et j'ai travaillé énormément avec notre CTO et notre VP Engineering, d'abord sur du management, d'abord sur de l'orga. Et puis après au bout d'un an, après je me suis dit maintenant je vais pouvoir construire un peu plus mon équipe. Et donc c'est là où on a redéfini mon scope fonctionnel aussi. Donc moi j'ai pris la chaîne complète en fait de valeur, ce que j'appelle du product. Ça part de la recherche utilisateur, du design d'interface, mais aussi j'aime bien et je suis assez content de l'avoir dans mon scope, le customer support. Parce qu'en fait j'ai une vision où t'es alimenté en permanence. Exactement. Et moi j'aime répondre à des utilisateurs et et c'est un peu c'est pas de l'art pour l'art. Exactement. Et ça permet de garder un pouls et on faisait ça nous en design thinking et c'était génial. J'ai eu l'occasion de faire des workshops avec le CEO de Vodafone Australie. Et on commence le workshop et on lui dit voilà, on va passer 2 heures dehors. Et on l'a amené dans son propre shop Vodafone et on lui a dit achète un téléphone, une carte SIM et installe-la. Et il s'est dit mince, c'est compliqué, j'ai pas compris, j'ai même pas réussi. Ce que moi aujourd'hui je dois vendre, c'est mon business. Et en fait du coup se remettre dans la peau de son utilisateur 2 secondes, c'est ça qui est puissant. On faisait appeler des CEO leur propre call center pour qu'ils se rendent compte du temps d'attente, pour qu'ils se rendent compte de se faire passer entre 2 ou 3 opérateurs où il n'y a pas de transmission. Je te mets le nez dedans, en fait. Exactement, mais c'est ça qui est puissant et en fait, c'est ça qui est les boîtes de conseil font quand même des choses assez intéressantes. Il faut que ça parte du haut, il faut que ça parte du bas, il faut que les deux se rencontrent. Sans l'approbation du top management, il y a rien qui se passe. Exactement. Et ça, donc le consulting en ça est essentiel. D'accord. Quand tu me parles de l'organisation structurée, fournir des outils, ça c'était quand tu étais de retour à Paris ou quand déjà depuis l'Australie tu le faisais ça? En fait, l'Australie c'était plutôt du business. D'accord. C'était plutôt essayer de développer l'activité, construire la communauté locale, trouver des partenaires. C'était aussi explorer un nouveau marché. Qui était pas du tout sur la roadmap quand j'ai contacté Boris et que je lui ai dit je veux lancer l'Australie. Ils avaient levé 300 000 €, ils voulaient peut-être lancer le UK, mais ils se sont dit écoute pourquoi pas, mais là nous c'est pas du tout nos plans. Débrouille-toi et puis si tu te débrouilles bien on verra. Et je me suis débrouillé et ça a plutôt bien marché. On va revenir sur cette expérience en Australie, parce que j'ai des questions aussi. Mais j'ai fait du produit indirectement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai préparé à l'internationalisation de notre produit. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait un produit qui était franco-français et qui avait un scope fonctionnel qui nécessitait une adaptation pour pouvoir être adapté au marché australien. Et ce qu'on a fait pour l'Australie, on l'a tout de suite fait pour le UK. Et donc en fait, c'est mon background produit a servi parce que j'ai travaillé avec un dev sur comment en fait préparer le produit à l'internationalisation. Donc j'ai fait du produit, sans la prétention de vouloir construire le produit à l'époque, puisque après, une fois que moi j'avais le produit, j'allais pouvoir l'utiliser. Ah, c'est intéressant. Et t'arrives, il y a personne. Et donc la construction de l'équipe, là quand t'es parti, c'était combien de personnes l'équipe produit? T'avais structuré comment? C'était quoi? Alors on a changé 3 fois d'orga, au rythme en fait des besoins business de l'entreprise. La première orga, donc on était plutôt, donc on avait 2 product designers et on était donc 3. Et on travaillait. Moi, je faisais tout ce que eux pouvaient pas faire sur la partie produit, donc beaucoup de scope fonctionnel, beaucoup de business model, où je faisais des algos aussi. Je voyais l'algo de points, des choses comme ça que j'ai trouvé assez passionnant. Où
nos devs aussi faisaient énormément de choses sans le produit pour pouvoir avancer et prenaient des décisions. Tiens, on va accepter ce nouveau tracker. Et il y avait pas forcément de produit derrière ou de réflexion derrière. Sur les partenaires qu'on exactement, privilégier, etc. Ouais. Donc petit à petit, en fait, on a changé l'orga. Quand on a décidé on arrête de faire l'agence, on a mis 2-3 devs sur la construction d'un produit. Okay. Et ce qui a lancé un peu tout ça, c'était le B2B. Donc on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire du B2B. On a construit un nouveau produit pour le B2B qu'on a appelé United Heroes. On a même utilisé une techno différente parce que le lead dev adorait l'Aurelia. Donc Aurelia, qui est pas forcément un framework qui est bien connu. Ouais. Donc il a commencé à travailler sur ça. Et donc en fait, on a dédié un product designer sur le sujet, et donc on a créé une sorte de petite squad sans vraiment lui donner ce nom-là. Ouais. Et notre autre designer est resté sur le cœur de métier. Donc on a vécu avec un petit peu de squad comme ça. D'accord. Jusqu'au moment où de MVP on est passé à un produit à peu près stable sur la partie B2B, et on s'est dit maintenant le nouveau focus c'est le mobile. On n'avait pas d'application mobile en fait. Ah, c'est intéressant. On était que en web, et donc on s'est dit il faut qu'on lance une appli mobile. Et donc là on a refait une squad mobile. On a pris 2 devs et on a pris un designer et on a refait une squad mobile et très organique. C'est assez organique et ça se faisait assez naturellement. On a gardé cet orga jusqu'à il y a encore quelques mois, puisque en fait, pour passer les détails, mais on a décidé, on avait donc plusieurs produits qu'il fallait maintenir en même temps, c'était très compliqué. Donc on a décidé d'avoir une seule base et on a décidé de passer en React. Et donc pendant 1 an, on a reconstruit ce produit-là. Ça a mis 1 an? Ça a mis 1 an. Ouais. On avait prévu 3 mois, ça a pris 1 an. C'est ça, normal. Et là, du coup, on a une toute nouvelle orga qui arrive où j'ai participé un petit peu à la construction, en tout cas à l'initiation, mais j'ai pris du recul pour laisser les gens qui allaient rester pouvoir construire l'orga qu'ils souhaitaient. Mais je la trouve très très bien. On va avoir 2 squads, une squad qui s'appelle Improve et une squad qui s'appelle Grow. Ouais. Donc dans Grow, il y a toute la partie en fait acquisition de nouveaux users, onboarding, première expérience, et dans la partie Improve, c'est des problématiques et des KPI de rétention. Donc déjà deux KPI un petit peu différents pour les 2 teams. Donc c'est assez intéressant de le voir que en ayant 2 KPI un petit peu différents, on va avoir des focus un petit peu différents dans les 2 équipes. Ouais. On a recruté un PM qu'on a mis qui gère un peu les 2, et là il y a un deuxième PM qui arrive prochainement. Donc on va avoir vraiment une orga produit avec des fronts, des backs, des intés, des product designers et des product managers, tout ça managé par notre VP engineering. Ok. Et ça représente combien de personnes du 20 coup personnes. 20 personnes. Ah ouais. Donc on passe de t'es le seul à 20 personnes en l'espace de 4 ans max. C'est ça. Ok. Donc l'équipe Product and Tech qui a un peu mergé. Avant moi je faisais Product Marketing, donc oui j'ai géré aussi tout le marketing. On avait 1,5 million de budget marketing, donc j'avais aussi j'ai recruté un product marketing plutôt brand à l'époque. C'était parce qu'on avait un petit peu envie de faire une love brand, mais on s'est rendu compte que c'était trop tôt, donc on est plutôt orienté maintenant vers des problématiques plus de SEO, SIA, d'acquisition, d'avoir un beau site qui drive du trafic avec des livres blancs, des choses comme ça, donc du marketing. Et puis le customer support, où on a mis en place les outils, on a structuré tout ça avec 2 personnes aussi qui s'occupent que de ça, mais que petit à petit en fait le customer, c'est aussi un point d'entrée souvent vers le produit et les postes de PO. Ouais. Donc on construit un petit peu aussi avec Chloé qui gère le customer success. Comment on peut transitionner ça vers aussi un rôle un peu plus produit. C'est intéressant parce que quand je t'entends, je vois t'as quand même un profil hyper polyvalent. T'es capable de me parler de SEO, SIA, marketing, t'es sur la partie bizdev, t'es sur la partie produit. D'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi quand je notais sur ton profil LinkedIn, tu me dis que t'as 4 piliers: l'entrepreneuriat, le sport, le design par l'impact et l'écologie. Donc on sent que t'es quand même protéiforme, plein de trucs. Moi, souvent j'aime bien dire que je suis un entrepreneur. Ouais. J'ai pas des bonnes idées, mais je suis un entrepreneur dans l'exécution et dans l'action. Okay. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs en fait, et ils s'en rendent pas forcément compte. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir des bons managers qui t'aident à grandir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui m'a moi beaucoup aidé. J'ai été inspiré par beaucoup de femmes managers aussi, parce que je trouve qu'elles ont des qualités exceptionnelles et qui elles arrivent beaucoup plus à
à se transcender pour l'autre. Et ça se ressent dans le monde de l'entreprise et ça fait du bien. Tu l'as vécu où, ça? Je l'ai vécu en France, chez Ernst & Young. D'accord. Mais je l'ai vécu en Australie, où mon mentor, au sein de la boîte, on avait des mentors. Chaque junior avait un mentor. D'accord. Qui était une femme, Freya Elliott, qui m'a beaucoup aidé aussi à me poser des bonnes questions. Et en fait, moi, elle m'avait dit quelque chose d'assez intéressant. On avait 4 types de missions chez Customer Experience Company, assez variés. Hein. C'était de la stratégie, de la recherche utilisateur, de l'implémentation et du Customer Feedback Loop. Et je voyais les gens autour de moi commencer à se spécialiser, à devenir bons dans leur domaine et des experts. Et j'étais frustré parce que je voyais pas ça chez moi. Et elle m'a dit, non mais on ne veut pas le faire avec toi. T'es la seule personne qu'on peut prendre et mettre sur n'importe quel sujet et tu te débrouilleras. Ah, ouais. Et du coup, elle m'a dit, faisons une force. Et moi, je suis parti sur ça. Et le produit est génial pour ça. C'est que parfois, il faut se poser avec même un financier pour construire le business model d'un produit. Exactement. Et puis parfois, il faut se poser avec un marketeur pour faire l'acquisition et les problématiques de coca, de coûts d'acquisition. Donc et puis parfois on se pose avec un designer pour réfléchir sur du design d'interface. Et c'est ça que moi j'aime dans mon métier. Ouais, mais je te rejoins à 200% parce que à un moment donné dans ma vie, quand j'ai eu des choix à faire de rentrer 100% dans du commercial, 100% dans d'autres choses, de account management, je dis mais non, c'est pas ça. Je suis pas que ça. Donc moi c'est ça. On en revient un petit peu à ma définition du produit où en fait c'est aussi en prenant ce que les gens veulent pas forcément faire qu'on fait et qu'on apprend. Et moi je suis vraiment un bon généraliste et je peux pas devenir un expert parce que une fois que j'ai acquis 80% de la connaissance sur un sujet, j'ai besoin d'en prendre un autre pour acquérir 80% de la connaissance sur ce sujet. Comment tu t'alimentes, justement? Où est-ce que tu vas chercher les sources d'inspiration, le mentoring, tout ça? Mais je suis d'accord avec Rémi, ce que Rémi disait sur ton précédent podcast, à savoir que la lecture en fait c'est très important. Moi j'ai lu des livres sur des sujets où je savais que j'avais une problématique concrète dans mon job. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai dû recruter et moi-même être à recruter et à participer aux entretiens de recrutement pour les devs, qui est crucial dans le monde de la startup tech, j'ai lu un livre, The Hey Method for Hiring. Ah ouais, et en fait, ouais, c'est le livre. Voilà, c'est le livre et après tu t'en inspires et tu l'utilises et t'adaptes certaines choses et tu le prends. Et moi j'ai pris l'essence de ce livre-là. Quand j'ai dû faire du sales en Australie, j'ai lu un livre qui s'appelle Go Givers, qui est une méthodologie de la création de réseaux et de dons pour faire de la vente. C'est-à-dire que tu es capable de même conseiller un potentiel lead d'aller vers ton compétiteur parce que ta solution ne correspond pas à son besoin, mais que tu as bien identifié son besoin et que la solution, elle est proposée par quelqu'un d'autre. Sauf qu'en proposant la solution de quelqu'un d'autre, t'as gagné un client à vie. Ouais. Il reviendra peut-être dans 2 ou 3 ans. T'établis la confiance. Exactement. Et ça, c'est ma méthode de vente. Ouais. Et j'ai construit ça sur ça. Et là, j'aime bien lire. J'ai lu Design Thinking, le livre aussi qui est très intéressant. Et je pense que la lecture, c'est très important. Et ça permet de se forger un petit peu. Moi, je suis de la lecture dans l'action. Tout de suite, j'ai envie d'implémenter ce que je lis. Donc c'est quoi ton livre de chevet ou le livre que tu lis actuellement là? Je sens l'écologie. En ce moment, c'est un petit peu l'écologie. Alors, je lis des livres comme L'effondrement de la civilisation. Okay. On en reviendra parce que c'est. T'es pas sûr du Ken Follett, toi. Okay. Moi, je lis pas de romans. Je lis vraiment des livres où j'ai l'impression de pouvoir apprendre quelque chose. Okay. Mais je critique pas du tout les romans. C'est très très. Un de mes livres préférés, c'est Lord of the Rings, mais. Moi, je lis aujourd'hui des livres où j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, en fait, lire, c'est le premier, et le deuxième, c'est rencontrer, c'est partager. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai pas eu peur, et quand je suis arrivé CPO, qu'on m'a demandé de faire des choses, je suis allé voir d'autres CPO qui avaient fait des choses, et je suis allé leur poser des questions. Mais comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et d'ailleurs, je posais la question, quel livre tu me conseillerais de lire? Et ça, c'est une question qui, quand quelqu'un a été impacté par un livre et qui te le conseille, tu sais que tu peux le lire et que tu vas en retirer quelque chose. Tu as anticipé parce que je me disais, j'avais pas posé la question, mais comment tu choisis les livres que tu lis? Parce que c'est facile, tu vois, sur un Fnac, Amazon, etc., t'es overwhelmed par le choix possible. D'ailleurs, je sais pas faire. Et du coup, je ne lis des livres que si quelqu'un m'a conseillé de le lire. D'accord. Et donc, ça nécessite aussi d'être ouvert et d'aller voir d'autres personnes. C'est intéressant. Faut que j'arrête de dire intéressant. Reprends-moi si je le dis. Ça marche. J'avais mes 2 questions qui sont, tu passes à tes prochains projets. Mais d'abord, l'expérience australienne. On a dit t'es franco-australien. C'est australien par ta maman, je crois. Pas du tout. Pas du tout? En fait, j'ai acquis la nationalité.
avec ma femme. Ouais. Mon fils est né là-bas, donc lui est australien. En fait, il y avait en Australie, alors ça a un petit peu changé, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais le monde se complexifie. En fait, je suis arrivé là-bas. Nous, on est parti. J'ai démissionné de Ernst & Young parce que la vie parisienne me correspondait pas. Et en fait, avec ma femme, on est parti et on s'est dit, on verra ce qu'on trouve là-bas. C'était déjà assez populaire l'Australie. C'est devenu beaucoup plus populaire après. J'ai commencé par être serveur. J'ai commencé par regarder un peu autour de moi ce qui se faisait. Alors la French networking marche très bien. Dans n'importe quelle ville où on va dans le monde, il y a des Français et qui sont très ouverts. Donc c'est un bon point d'entrée de se reconnecter à ça parce que on peut partager aussi des racines et les expats aiment beaucoup aussi parce que la France est belle, même si la France on la quitte. Ouais, la France est belle de loin, ouais. Souvent. Et en fait, il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut d'abord avoir un visa de travail. Oui, c'est ça. Au départ, c'est quand même le visa. Hein. C'est le visa de travail. C'est une entreprise qui accepte de te le donner. Après le visa de travail, tu peux te faire sponsoriser pour devenir résident permanente. Ça aussi, c'est ta boîte qui le fait pour toi. Une fois passe par la boîte, quoi. Tout passe par la boîte. Alors il y a des Skill Migrant Visa aussi, ou si t'es alors pas forcément doctorant dans un sujet, mais si par exemple t'es coiffeur, il y en a pas là-bas, donc du coup tu peux trouver un métier, et tu peux être sponsorisé. Et en fait, quand tu as nous tout de suite on s'est dit, on sait pas si on veut rester longtemps. Par contre, on va suivre le plan qui nous permettra de rester longtemps si jamais on le souhaite. Okay. Et on a franchi chaque étape dès que c'était possible, en payant les visas qu'il fallait, et au bout de 5 ans, on a pu devenir citoyen australien. Et aujourd'hui, j'aime bien parler parfois avec je parlais avec quelqu'un qui était chez nous chez Sport Heroes, qui est parti chez Spendesk, et qui est marocain, franco-marocain, de parents marocains mais né en France, et ce que il me disait, moi je le ressens aussi en fait, c'est-à-dire que lui en tant que Marocain en France, il se sent un petit peu rejeté parce qu'on lui dit qu'il est marocain, et quand il rentre au Maroc, auprès des Marocains, il est français. Ouais. Et en fait, du coup, t'es partagé entre deux mondes, et en même temps, t'as aucun des deux mondes qui est vraiment le tien. Et moi, je ressens la même chose aujourd'hui après 6 ans en Australie, et un peu plus, parce qu'en fait, j'y suis revenu très souvent. J'ai l'impression de faire partie des deux pays et d'avoir eu cette double culture, parce que j'adore la culture anglo-saxonne et la culture de l'action, et dans l'entreprise, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien, et ce que j'aimais pas trop dans la culture française, on pourra y revenir. Du coup, ça m'a passionné, mais voilà, j'ai vraiment cette double culture qui aujourd'hui façonne aussi ma manière de manager, ma manière de créer. Mais du coup, c'est quelque chose que tu as acquis au contact de cette culture là-bas. Ouais. Parce que tu vois, le franco-australien, le français est devenu franco-australien finalement. C'est ça. Ok. Et justement sur les différences culturelles que tu as pu noter entre français et australiens, parce que là, t'es parti de France, t'es allé là-bas, t'as découvert, t'y es resté suffisamment longtemps pour te dire, ok, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et je m'y plais. Vous êtes revenu. Avec le recul, qu'est-ce que tu vois de positif dans la culture australienne ou dans la façon de travailler australienne Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, le mot culture. Je vais pas forcément parler de la culture de la société, qui pour moi est très belle et très intéressante. La culture de la société française est très belle aussi et très intéressante. La culture du travail, par contre, pour le coup, est pas la même. Je le fais très simplement, mais en Australie, on est sur la culture du résultat, et pas sur la culture de la quantité de travail. Donc ça déjà c'est très différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont plus autonomes, les gens sont plus responsables, les gens peuvent travailler de n'importe où. On va les juger sur leur capacité de créer quelque chose, et pas forcément sur ce qu'on appelle en France le présentéisme, le fait d'arriver au bureau. En France, quand quelqu'un n'est pas à son siège, on va se dire il est où? En Australie, on se pose pas la question parce qu'on se dit le mec il travaille mais de quelque part d'autre en fait. Et c'est donc déjà les mentalités sont un petit peu différentes. Ça change en France et c'est très bien. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore pas mal dans les grosses boîtes, le présentéisme est fort. Hein. Il est très fort. Et en fait, malheureusement, ça crée du micromanagement, ça crée un climat où c'est plus difficile de prendre des initiatives parce qu'on accepte moins l'erreur. On dit souvent un entrepreneur qui crée sa boîte en France et qui rate,
c'est un entrepreneur raté. Et c'est vrai que dans le modèle anglo-saxon, un entrepreneur qui crée une entreprise et qui rate, il recrée une entreprise tout de suite après, et parce qu'il a appris de ses erreurs. Oui, c'est ça. Et on n'a pas encore ça en France, et c'est ça que Ça change pas mal quand même. Ça change. Ouais. C'est ça qui est intéressant d'être en France aujourd'hui, au final, et parce que ça bouge, et ce qu'on voit dans le produit aujourd'hui, c'est très beau. Enfin, le product management, là, c'est en pleine effervescence à Paris, mais aussi en France, et ça, c'est bien d'être. Mais du coup, je fais ce lien entre plus d'autonomie, plus de responsabilisation des personnes, mais à un moment donné, t'as besoin. Enfin, on revient sur cette notion. T'as besoin d'être alimenté, t'as besoin d'être mentoré, t'as besoin de faire un peu de shadowing et tout. Tu vois, t'es jeune, tu commences. Tu vas tout savoir faire comme ça. Tu vas apprendre sur le tas, d'accord. Mais est-ce que tu as eu l'impression, pendant ton expérience australienne, d'avoir été tiré vers le haut et vraiment aidé en ce sens-là à apprendre plus d'assurance en toi, à être plus compétent dans ton taf, etc. Ou c'est vraiment tu te démerdes et puis au fur et à mesure tu finis par acquérir ce qu'il faut pour faire ton taf correctement? C'est un peu des deux. Je pense que en effet, sur des compétences assez techniques, sur certains métiers, on apprend beaucoup au contact de gens qui sont un peu plus experts. Et puis après, en fait, ce qui est très important, c'est la prise de recul. Et je pense que les gens le font pas, et pas assez. Et parce qu'on prend pas le temps de le faire, mais c'est super important. C'est parfois de se poser. Moi, je le fais tous les 4 ans. J'ai remarqué ça, mais ça peut être plus souvent. C'est de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on aime, sur quoi on est bon. J'ai découvert très récemment, et j'ai fait ce workshop-là, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, la méthode Ikigai, qui est un concept japonais. Ikigai, ça veut dire quoi? C'est la raison d'être. Et en fait, c'est se poser aussi sur soi, et de comprendre qu'est-ce qu'on aime, dans quoi on est bon, comment on peut être payé dans la société. Ah oui. Et le dernier élément, c'est de quoi le monde a besoin. Et quand on répond à ces éléments-là, on trouve sa passion et sa vocation. Et donc, la passion, c'est à la fois ce qu'on aime et là où on est bon. Et la vocation, c'est ce dont le monde a besoin et ce qu'on aime. Et quand on arrive à pouvoir lier les deux, après, on arrive à pouvoir valider aussi son projet professionnel. Et ça, c'est bien de le faire. Alors, on peut le faire à suivre la méthodologie de A à Z, mais on peut déjà même le faire juste un petit peu. Enfin, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je veux apprendre, c'est quoi pour moi. Et moi, c'est ce que j'aimais faire en tant que manager pour les gens avec qui j'étais, c'était de savoir où est-ce qu'ils sont bons aujourd'hui et vers quoi ils veulent aller demain et comment je peux les aider. Moi, j'avais que des gens plus experts que moi. Le product designer, j'allais pas lui dire le pixel, il faut le faire rond, enfin un bord arrondi. C'était son expertise. Moi, je pouvais juste prendre du recul sur son design, dire c'est quoi le problème qu'on a essayé de résoudre, est-ce qu'on a répondu à cette problématique-là, et quel est notre KPI et comment on va pouvoir mesurer l'impact. Mais c'est ça que j'aimais pas un petit peu. Enfin, ce que je regrette, c'est parfois de vouloir, si on confie la tâche à quelqu'un de faire quelque chose, il va la faire différemment que soi. C'est naturel. Les bons managers, ils prennent et ils utilisent ce qui a été fait. Les mauvais managers, ils refont. Et moi, j'en ai connu beaucoup dans le consulting, des mauvais managers où tu pondais 50 slides, et ils prenaient et ils refaisaient tout. Je dis, mais enfin, t'aurais pu dû le faire directement. Après, j'ai compris, et on m'avait dit une phrase très belle, très dure de créer, c'est très facile de critiquer, et c'est vrai. C'est-à-dire, et après, en fait, le premier travail difficile, c'est d'avoir sorti toute l'essence et d'avoir fait de la recherche. Et puis après, c'est facile de critiquer, de mettre à sa sauce et d'utiliser ce qui a été fait. Mais les bons managers, ils détruisent pas l'essence de ce que la personne a créé, parce qu'ils savent. Je donne un exemple très concret. Un marketing manager qui refait une phrase différemment dans une newsletter avant qu'elle soit envoyée parce que il a demandé à quelqu'un de le faire, il aurait pu le faire directement. Si des mots ont été choisis, s'ils répondent à les valeurs de l'entreprise, la manière dont on communique, si ça respecte les guidelines, faut laisser la personne rédiger comme il le souhaite cet email et lui donner et mesurer. Attends, on va prendre c'est quoi notre taux d'ouverture, notre taux de clic, on va les regarder. Et si au bout d'un temps ça marche pas, t'avais une certaine autonomie. Maintenant, il va falloir que je te guide un peu plus parce qu'on n'a pas les résultats escomptés et je vais t'aider à t'améliorer sur ça. Mais c'est ça que j'appelle la responsabilisation. Ouais, je vois. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça touche à la psychologie de l'humain. Parce que là, le besoin de refaire, c'est un besoin de contrôle. C'est aussi une façon de justifier ta place dans un environnement. Donc, je suis le manager. J'ai besoin d'être sûr que ce qui sort, d'une manière ou d'une autre, ça peut rejaillir sur moi. Si je me fais l'avocat de la personne qui va retoucher les trucs, mais ça fait partie du système qui est effectivement. Ça ne fait pas partie du système qui, au final, on juge sur les résultats. Donc, t'es en charge de ça, t'es responsable.
je respecte, je suis, ça sort. Si jamais ça correspond pas, on travaille ensemble pour l'améliorer. Et ça, moi, je l'avais vécu effectivement chez Apple avec les Anglais. Les Anglais sont beaucoup comme ça aussi. C'est par contre, si tu fais pas bien ton taf, là, t'en prends plein la tronche. Ouais. Et t'as des moments difficiles avec ton manager. T'as des moments très difficiles. Moi, il y a un autre truc que j'aime beaucoup chez les bons managers, c'est autant on responsabilise son staff, autant on prend aussi la responsabilité d'une fois qu'on est face à d'autres personnes. Oui. Et bien sûr, protège. C'est de la protection, mais d'avoir toi ton manager, c'est d'accepter de donner de la responsabilité et de prendre la responsabilité de l'échec de ton équipe. Oui. Et ça, du coup, c'est nous aussi, en tant que manager, on a cette responsabilité. T'as déjà eu des exemples, des cas comme ça où tu, Bien sûr. T'as pris pour les échecs de ton équipe? Moi, je l'ai vu dans le sens inverse. J'ai fait du travail qui était pas forcément de bonne qualité. Et quand j'étais consultant, quand t'arrives dans un monde design thinking que t'as pas forcément fait beaucoup t'apprends aussi ton métier, tu fais des erreurs et en design ça se paye cher parce que quand tu fais une recherche utilisateur, si tu respectes pas bien le process et que tu commences à inséminer des idées au sein et que tu t'avais déjà un problème, une solution de ton problème et en fait tu l'as un petit peu inséminé, donc t'as biaisé ta recherche et donc le résultat, ton rapport à la fin, il va complètement être biaisé. Moi j'ai déjà eu des managers qui ont pris cette responsabilité là pour moi. Alors c'était un travail d'équipe, mais je me suis senti responsable. Mais lui a pris après ça. Dans la culture anglo-saxonne où on les 6 mois, on fait un bilan. Sur cette mission-là, t'as été très bon. Sur celle-ci, t'as été très mauvais. Et on regarde les choses face à face dans les yeux, objectivement. Quelqu'un a pris cette responsabilité-là pour moi. Après, il s'est pas empêché de me dire derrière, il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois. T'as pas été très bon sur ça. Et je l'ai d'abord vécu avant de pouvoir le faire vivre, je pense. Et la culture de l'exemple, elle est essentielle dans le rôle du manager. Bien sûr, c'est be the change you seek, c'est essentiel. Il faut montrer la voie. Et alors, ça veut pas dire qu'on est parfait. Hein. On est imparfait. L'être est imparfait. Sûr, mais on essaye au moins d'avoir ses propres les valeurs auxquelles on croit. Et moi, j'ai développé beaucoup de valeurs et de culture autour de l'entrepreneuriat et de comment. Et si on n'est pas déjà le propre, si on pratique pas soi-même c'est compliqué. Il y a plein de sujets intéressants. Il y a plein de sujets. Attends. Je te laisse reprendre ton souffle. Non, mais j'étais parce que je revenais à ton introspection japonaise là. Je me disais, tu t'as fait ça tout seul? Non. J'ai été aidé par quelqu'un, même si il y a beaucoup de ressources en ligne qui se font, mais qui se trouvent, pardon. Pour les auditeurs, vers qui on pourrait, il y a quelque chose qu'on peut. Alors moi je me souviens pas de son nom de famille. Il s'appelle Damien, qui m'a aidé, qui est un ancien entrepreneur qui avait créé sa start-up, qui a souhaité m'aider parce que. C'est la force du réseau. En fait, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui m'a parlé de Damien et qui m'a dit je te mets en relation. Et en fait, quand j'ai vu Damien et je lui ai dit mais tu me donnes 2 heures de ton temps, rien n'est grave. Enfin, pourquoi tu fais ça? Il me dit Stan, qui était la personne m'a demandé, il m'a dit que t'étais un ami. Du coup, il y a pas de souci, je t'aide. Et en fait, c'est ça aussi la force du réseau et c'est ça qui est beau. Et donc en fait, il m'a donné 2 heures de son temps. Et je pense que moi je suis pas encore en mesure potentiellement de suivre de transmettre ça, mais d'aider déjà les prémices de réflexion. Je pense que je suis capable de le faire, donc on peut me contacter déjà si on le souhaite pour réfléchir à ça. Ce sera avec plaisir. Le sujet de base, c'était de se dire, de se poser un petit peu, de faire une introspection. Les 4 ans. Et moi je le fais tous les 4 ans parce que en environnement de start-up, on apprend plein de choses. Moi, j'ai vu tellement de candidats en entretien qui arrivent et qui ont pas pris du recul, qui disent j'ai fait ça. Et en fait, quand tu creuses et que tu utilises la méthode de Woo, de Hey Method for Hiring, les gens ont pas ils ont pas créé vraiment les grandes tendances de ce qu'ils ont fait et ils ont pas mis les mots dessus. J'ai rencontré des gens qui disaient on avait personne qui faisait de la recherche utilisateur, j'ai lu un peu des choses, du coup j'ai fait des interviews utilisateurs et tout. Je dis un anglais, qu'est-ce qu'il aurait dit? I created the UX practice in my company. Et en fait, juste il a pris le recul et il a aussi un petit peu il a appris un peu. Il dit j'ai fait ça. En France, on fait pas ça, mais faut le faire pour pouvoir se dire j'ai fait ça, donc du coup maintenant je sais c'est vers ça que je veux aller. J'ai touché à ça, donc maintenant je veux l'explorer plus, ou je l'ai touché, ça fait partie de ce que j'ai,
Donc maintenant, je veux aller vers autre chose. Et c'est l'appropriation là. Il faut le faire. Il faut pas avoir peur d'avoir eu des échecs, mais aussi des réussites, et puis de le dire, et puis de un peu labelliser, de conceptualiser ce qu'on a fait, de dire bah oui, j'ai appris du UX sur le terrain. Alors on n'appelait pas ça comme ça dans ma boîte parce que on le faisait mais maintenant je prends du recul et je me dis en fait c'était ça que je faisais. Et c'est comme j'ai fait du produit sans jamais savoir que je faisais du produit. Parce que quand tu fais de la recherche utilisateur, des personas, des journey maps, du prototyping, et que on vient dire bah maintenant le prototype il est cool, on va en faire un MVP, ok. En fait, tu utilises plein de choses qui sont dans le produit, mais on n'a jamais dit qu'on faisait du produit. Quoi. Là, t'es dans cette phase de prise de recul. On est dans ces 4 ans-là. Ouais. Tu sors de Sport Heroes Group. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Ce vers quoi tu veux aller ? Moi j'ai décidé d'appliquer en fait le processus de design thinking à moi-même. Le processus de design thinking, c'est un processus d'itération qui dit d'abord tu vas diverge et après tu vas converger. Donc appliqué au design, c'est souvent d'avoir plein de concepts, d'aller un petit peu les itérer, et puis après, donc quand tu les itères, tu vas les refine, et puis après tu vas les réouvrir, et en fait, c'est un petit peu cet entonnoir qui te permet souvent d'arriver à des solutions. Moi, je l'applique à moi-même. Aujourd'hui, je lis beaucoup. Mon fils m'inspire énormément. Il a 4 ans. Il est la source de mon inspiration aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il commence à me poser des questions sur le monde. Et du coup, il m'a redonné l'envie de découvrir la science. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je suis scientifique, pas du tout de formation, mais avant j'adorais les maths et la science, et je l'ai un peu abandonné, et ça fait maintenant 15 ans que j'en fais plus. Et là, je relis, je redécouvre, et en fait, j'ai découvert que tout était lié à travers la science, et à la fois la politique, l'économie, tout est lié en fait à travers la science et l'explication du monde et la soif de connaissance que l'être humain peut avoir. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis là. Je lis beaucoup. Je lis des livres d'économie, des livres scientifiques, je lis des livres sur l'astronomie, je me renseigne, je redécouvre ce que c'est que la place du monde, de la Terre dans l'univers, dans la galaxie, et à la fois aussi... Là, t'es vraiment en phase divergence. Je suis en phase de divergence, en fait. Et ça, je l'associe à un autre truc. Donc, professionnellement, je suis ouvert j'essaye de voir plein de nouvelles choses. Donc, là, j'ai des opportunités pour potentiellement être professeur assistant dans des universités. J'ai jamais fait de ça, donc j'ai envie de le faire. J'ai envie d'apprendre à coder aussi, donc je regarde beaucoup des bootcamps de coding type Le Wagon. Ce qui est marrant dans la divergence, c'est que du coup maintenant j'ai 4-5 idées qui commencent à converger en fait. Des idées qui n'ont parfois rien à voir, mais tu peux les partager ou pas ? Avec plaisir. Enfin, c'est des idées. Tu m'aurais posé la question il y a un mois, c'était une autre idée, mais aujourd'hui, donc moi, je me suis rendu compte. Alors, j'ai beaucoup lu sur le pic pétrolier et sur la transition énergétique. Et en fait, moi, je m'étais dit, bah tiens, je vais créer une start-up. Je sais pas quoi. En me renseignant, je me suis dit, c'est quoi les problèmes du monde que j'ai envie de résoudre ? Et en fait, je me suis dit, le problème aujourd'hui, en fait, c'est le seul qui mérite une forte attention. Si je devais créer quelque chose et pas rejoindre quelque chose, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est la nature, parce que aujourd'hui, l'économie est basée. On a fondé l'économie il y a 200 ans sur un concept très simple, c'est-à-dire le capital et le travail, créer de la valeur ajoutée, et tout ça, le postulat dit par l'hypothèse, on fait beaucoup d'hypothèses en design qu'on va vérifier, et l'hypothèse qui a été, c'est parce que les ressources naturelles sont illimitées, alors. Et là, on s'est rendu compte, et moi-même, je m'en suis rendu compte, mais j'étais fermé à ça il y a encore 2 mois, mais j'ai lu, donc je découvre, qu'en fait, non, ce postulat est faux, donc du coup, il va falloir changer toute l'économie et la manière dont c'est construit. Et toute l'économie base toute la société. Et les gilets jaunes, tout ce qui s'est passé, moi en Australie, j'ai été un petit peu dans ma bulle et j'ai pas du tout vu tout ce qui se passait en France et je le revois aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est lié à ça. Le problème syrien qui, aujourd'hui, avec les migrants, c'est un problème écologique avant tout. Le Venezuela, sans parler exactement. Et quand on lit des livres qui disent, en fait, avec le réchauffement climatique bientôt, ce seront les Français qui seront migrants qui iront taper à la porte du Danemark parce que on voudra aller là-bas, et bien sûr les Danois auront fermé leurs frontières. Et en fait, du coup, je suis pas en politique, je suis pas en économie, donc j'essaye de voir comment moi, dans le monde du business, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose de ça. Et en fait,
ton podcast avec Olivier m'a aussi un petit peu, et je te remercie, tu m'as permis de le rencontrer. De Tomorrow. Ça, je trouve ça super intéressant parce que la green tech a pas vraiment percé, parce que c'est très dur. Quand on est dans la green tech, on a beaucoup de valeurs et on s'interdit beaucoup de choses. Du coup, aux yeux d'investisseurs, on n'est pas très sexy. Je peux y revenir, mais quand on veut faire de la privacy by design, et donc on récolte moins de data, quand on veut pas utiliser les réseaux sociaux pour faire du growth hacking, qui est aujourd'hui la source numéro 1 pour faire du développement early stage. Si tu prends les ONG, enfin tu vois, toutes les organisations caritatives, c'est leur compliqué. Stratégie passe par la com. Et donc du coup, moi j'aimerais bien essayer de voir. Et donc ce qui est ressorti de mon ikigai à moi que j'ai fait avec Damien, c'est que j'étais peut-être au précurseur d'un nouveau modèle, et que je le sais pas encore, et peut-être que je vais essayer de contribuer à ça comme je peux, d'un nouveau modèle organisationnel de start-up ou d'entreprise qui vont aller vers quelque chose un petit peu différent. Je commence à me créer des valeurs autour de le partage du capital de l'entreprise au sein de tous les employés. Je commence à explorer des concepts. Est-ce qu'on pourrait avoir le même salaire pour tous les employés au sein d'une entreprise? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas parce qu'on va avoir de la décroissance économique qui va arriver, il y aura plus d'augmentation de salaire. Ce sera fini dans quelques années. Du coup, est-ce que des gens seraient prêts à se rassembler et d'avoir tous le même salaire, quel que soit, ils contribuent juste à une mission commune, et donc qui est un designer ou un CEO d'entreprise, ils ont leur importance dans la mission à part égale. Et est-ce que ça peut se matérialiser d'un point de vue financier avec le chèque que tu touches à la fin? Peut-être pas, je sais pas. J'explore un petit peu ces idées-là. D'accord. Et donc aujourd'hui, j'aide des gens j'ai envie d'aider des gens, des startups à peut-être grandir, à scale up, à passer ce passage un petit peu difficile du million d'euros que tu lèves, comment tu vas le dépenser. T'as promis que t'allais faire certain nombre de choses en 12 mois, mais en France, ça te prend 6 mois à recruter. Donc déjà, le business plan que t'as fait pour ta levée de fonds, il est mort le jour où t'as levé tes fonds. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu fais de ça? De la réalité, et mon aspect généraliste permet d'aider des tout petits projets à se poser les bonnes questions, ou peut-être des projets un peu plus matures à rechercher des business models un peu plus viables, ou à construire aussi des valeurs autour de l'entreprise. Donc tu as le pendant écologique, tu t'appuies sur ton expérience et ton expertise pour aider des entreprises à passer le cap du scale-up. J'essaie d'aider les gens à se lancer, à pas avoir peur de se lancer, et à se lancer d'une bonne manière. Quand tu parles à des gens qui ont une idée, ils disent et puis je travaille sur le logo. En fait, non, et tu vas même pas faire d'application mobile. Ce que tu vas faire, c'est déjà, si ton concept il marche dans ta ville, auprès de ton propre réseau, dans un cercle très petit, si tu le fais pas marcher là, tu le feras pas marcher. Donc, moi, quand j'ai lancé Sportiros en Australie, j'ai commencé dans mon quartier. Je suis allé voir toutes les courses qui se passaient à Manly, là où j'habitais, et je suis allé voir tous les groupes de runners de Manly, et pendant 3 mois, je n'ai fait que ça. Je n'ai parlé qu'à des gens qui étaient déjà dans mon écosystème à moi. Déjà parce que quand ils te voient 2, 3, 4 fois, il y a un climat de confiance qui s'installe et que tu peux échanger des idées. Et puis, si j'étais pas capable de réussir ce challenge-là à une échelle d'un quartier, j'allais pas attaquer Sydney, et puis j'allais pas attaquer l'Australie, qui est un continent, et pas un pays. Donc, déjà, en tant qu'entrepreneur, la première chose à faire, c'est d'essayer de le faire marcher à une toute petite échelle. Un groupe WhatsApp, ça suffit à faire marcher une communauté, et de l'échange. Blablacar marche sur WhatsApp avant de devenir Blablacar. Donc, c'est des choses que j'essaye d'immiscer de penser différemment et de voir ce que j'appelle les step by steps. Il y a des étapes intermédiaires avant d'arriver vers le rêve dont on a et qui nous drive, mais qui fait aussi que beaucoup de gens se lancent pas parce qu'ils voient pas les étapes intermédiaires. Donc tu me demandais de partager des idées, mais ça c'est des petites idées. Donc non mais c'est important. j'en ai plein d'autres. Un exemple d'autres idées par exemple. Moi, ce qui est intéressant, qui tourne dans ta tête en ce moment, qui te réveille à 3h du mat. Alors moi, je m'étais passionné un petit peu sur le sujet de l'éducation des jeunes générations et de leur apprendre la compétence qui pour moi est essentielle, c'est l'entrepreneuriat. Donc c'est la compétence de pouvoir se poser des questions. L'école va nous apprendre des connaissances. D'ailleurs, les connaissances changent, c'est-à-dire ce que j'ai appris moi il y a 20 ans déjà, il y a 15 ans, il y a certaines choses qui sont fausses, et qui sont plus vraies aujourd'hui, et puis il y en a d'autres qu'à l'époque, ça m'intéressait même pas de les apprendre, parce que donc c'est apprendre en faisant, bien sûr, c'est regarder les nouveaux modèles d'enseignement qu'on a dans les pays nordiques. Et moi, l'idée que j'avais eue, c'était de pouvoir en fait lancer des défis de création d'entreprise à des jeunes avant 15 ans, donc entre 15 et 16 ans, et
de se donner 3 mois pour vraiment créer quelque chose et de les exposer à tous les métiers sans leur dire. C'est-à-dire à la fois le marketing, le brand, la compta, la supply chain, parce que quand tu crées un produit physique et que tu le vends sur Internet, il y a tout ça. Faire un site en anglais. Qu'est-ce que tu penses que ça peut leur apprendre, ça? En fait, je pense qu'en exposant les jeunes à tous ces métiers-là, ils vont se rendre compte, ils vont commencer à créer des appétences pour des sujets. Et moi, la force que je pouvais leur apporter, c'était de pouvoir tirer le fil une fois qu'ils avaient créé cette appétence-là. Si quelqu'un te dit, j'ai bien aimé quand on a regardé les coûts des matières premières, on a calculé des marges, on a mis ça dans des fichiers Excel, on a modélisé. T'as des traits de personnalité. Exactement. Ouais. Et en fait, peut-être que je peux t'amener vers... je connais des CFO qui vont peut-être pouvoir te parler de start-up, de leur métier à eux, et de voir comment eux, ce que tu as fait là, en fait, ils le font à une échelle un petit peu plus grande. Et puis après, derrière, on pourra dire, si c'est ça qui t'intéresse, voilà les différentes étapes que tu peux faire. C'est peut-être plus une école de commerce que tu vas faire. Ouais. Et en fait, tu peux faire ça sur plein de sujets. Il y a des gens qui vont être passionnés par les mots. Quand tu vas travailler sur ça, ils vont se creuser la tête, ou les images. Et en fait, ils vont travailler sur du storytelling, sur de la marque. Et peut-être que c'est un peu plus du marketing ou du product marketing qui va les intéresser. Et j'en connais, et du coup, je pourrais les faire rencontrer. C'était une idée. Ouais. C'est dur de s'attaquer au modèle de l'éducation. Ouais. L'éducation, un vrai sujet aussi, ouais. Au même titre que l'écologie, puis même potentiellement... Les deux sont liés, et c'est ça qui est intéressant, et du coup, ça lie à l'entrepreneuriat. Donc du coup, dans cet écosystème-là, je sais pas ce que je vais faire, mais déjà dans l'idée, je suis confortable. Et le sport ? Tu laisses tomber. Alors pour les auditeurs, il faut savoir que Alex est quand même ultra caissé, ultra sportif. Ça reste un de tes 4 piliers. Ça reste un de mes 4 piliers parce qu'en fait, il a été aussi l'initiateur de beaucoup de choses. Donc je peux pas le renier aujourd'hui. Moi aujourd'hui, alors en effet, le sport est devenu une manière de vivre. D'ailleurs, je fais plus du tout du sport comme avant, où avant je me lançais beaucoup de défis, je faisais des marathons, des choses comme ça. Aujourd'hui, je suis plutôt actif 30 minutes par jour. D'accord. Et j'ai fait plein de sports dans ma vie, et donc du coup, je fais un petit peu encore de tous ces sports-là. Donc je vais courir, mais je vais faire du vélo, je vais faire de la natation, je vais aller à la muscu, je vais m'étirer, je vais faire du yoga, de la méditation, que j'appelle un sport de l'esprit, mais qui est aussi important que les autres. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir aussi à la nutrition et à comprendre ce que je mangeais. Il y a 2 philosophies. Il y a ceux qui font du sport pour pouvoir manger et ceux qui mangent pour pouvoir faire du sport. Moi, je me suis un peu dans le cas d'école numéro 2. Il y en a aucun qui est mauvais. D'ailleurs, en France, on a plutôt 80% des gens qui sont dans le premier. Mais moi, j'ai voulu comprendre ce que je mangeais pour pouvoir faire du sport. Et donc, c'est très important. Si on mange du glucide, on va être dans un effort intense de courte durée, des sprints, pendant une demi-heure. Si on mange des lipides, on va pouvoir être dans le sport d'endurance et tenir 3 ou 4 heures. Donc en fonction du sport et du challenge qu'on veut faire, il est très important de lier à la nourriture qu'on va manger. Après, quand on lie à la nourriture, on lie à la qualité de la nourriture. Du coup, l'environnement arrive comme par magie, et la science arrive comme par magie. En fait, tout est lié. Et le sport, c'est un petit peu une manière, en fait, pour les gens déjà de s'attaquer au problème de soi. Et quand on a résolu un petit peu le problème de soi, on va résoudre le problème des autres. Ouais, et donc le sport est un petit peu aussi une manière, déjà si on se sent pas bien dans son corps, c'est difficile de aller aider les gens à se sentir bien. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve d'une autre manière dans les Gilets jaunes. Déjà, si on finit pas les fins de mois, comment on peut se soucier de la fin du monde? Si je schématise, c'est un peu ça. Ouais. Mais en fait, du coup, le sport pour moi, c'est ça. Et donc ça reste très fort chez moi. Et du coup, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, et c'est pour ça qu'il y a certaines startups qui sont plutôt dans le bien-être et dans le sport, que j'apprécie aujourd'hui d'échanger avec eux et peut-être d'accompagner demain, parce que c'est un très bon pilier, une très bonne valeur pour aussi potentiellement se rapprocher de la nature, se rapprocher d'un certain bien-être intellectuel et d'être mieux avec soi-même pour pouvoir demain être mieux avec le monde et les autres. Je vais faire plein de choses, plein de petites choses, et puis j'accepte le processus du design thinking, j'accepte d'être perdu, j'accepte de pas connaître la solution, parce qu'elle va à un moment donné venir à mes yeux, et elle va être évidente à ce moment-là. Aujourd'hui, elle l'est pas. Est-ce que c'est justement dans ce retour sur soi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui démarre dans le produit ou dans le design, ou ce serait quoi ton conseil pour lui ou elle? C'est assez intéressant comme question, et c'est pas forcément facile parce qu'il y a plein de parcours un petit peu différents. Il y a des gens qui sont dans un métier sans savoir si c'est le métier qu'ils veulent faire demain. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Si vous avez déjà encore des choses à apprendre qui vous passionnent dans le métier que vous êtes, continuez. Ouais. Si vous êtes inspiré par des gens qui vous inspirent
auquel vous avez l'impression d'apprendre, qui vous conseille, qui vous guide, vous êtes dans un endroit où il est intéressant d'être. Le jour où vous avez plus ça, vous posez-vous la question peut-être de changer. En France, c'est plus difficile parce qu'on aime bien mettre les gens dans des cases et qu'ils fassent carrière dans un domaine. Mais le modèle anglo-saxon est mieux pour ça. Hein. Je parlais avec quelqu'un qui a vécu à New York il y a pas longtemps et il a été driver UPS pendant 2 ans, et en France tu fais ça et t'es très mal vu, et puis là-bas en fait il arrive à dire mais j'avais un contact avec les customers direct. Ah ouais, donc du coup je faisais de la recherche utilisateur. Non, mais, oui en fait, mais non, mais oui, et t'as juste une perspective différente sur les choses. Et en fait donc chaque métier est très intéressant. S'il y a des gens qui sont vraiment curieux d'apprendre le dev, qu'ils en fassent, et peut-être chez eux, et puis après pendant quelques temps, et peut-être que ce sera aussi une nouvelle vocation. Donc le conseil, c'est juste d'avoir un état d'esprit très ouvert. Et moi, ce que j'aime pas, mais que je comprends, il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps. Moi, je réponds, c'est pas un souci, mais en fait, t'as juste décidé de pas le prioriser. Oui, c'est ça. Et c'est de pas avoir le temps, c'est ça, c'est d'avoir fait une pyramide de priorisation et d'avoir choisi certains éléments à les mettre derrière. Posons-nous la question de temps en temps, est-ce que ma pyramide de priorisation est toujours la bonne? Est-ce que de travailler comme un forcené, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre, oui, d'aller vers quelque chose d'autre plus tard? C'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance un peu du hamster dans la roue qui ne s'arrête jamais et qui en fait se pose pas du tout la question de savoir pourquoi il le fait. Est-ce qu'il y a un objectif derrière? Est-ce que non, je suis juste dans mon quotidien et je me laisse déborder par et c'est normal dessus, quoi. Surtout en start-up. On fait tellement de choses tellement vite. Ouais, mais si tu sais pas où tu vas, tu n'iras jamais là-bas. Exactement. Et puis après, moi, c'est personnel, mais moi, tu vois, on a parlé beaucoup d'écologie, et donc tu pourrais te dire, Alex, maintenant, demain, tu vas travailler que dans des boîtes qui veulent sauver le monde. Ouais. Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, très important, c'est aussi les valeurs et la relation humaine qu'on peut créer avec les gens, même au sein de l'environnement professionnel. Donc, moi déjà, la première chose, et c'est des questions que je posais pas forcément, c'est vraiment quelles sont les valeurs et comment elles sont mises en pratique au sein de la startup. C'est la première question. Et est-ce que c'est aligné avec mes propres valeurs? C'est quoi tes propres valeurs? C'est quoi tes valeurs? C'est ce dont on a parlé en fait. Ouais, est-ce que les managers aujourd'hui ils souhaitent faire avancer l'humain? Quelle est la place de l'humain au sein de la startup? Est-ce qu'on donne de l'autonomie? Est-ce que les gens qui font du remote, comment on les perçoit? Est-ce que c'est favorisé? Est-ce que s'il y a des gens qui souhaitent prendre des initiatives au sein de l'entreprise, c'est mis en avant? Je donne un exemple très concret. Il y a toujours dans toutes les startups une personne qui est passionnée des sujets d'écologie. Toujours. Est-ce que cette personne-là, elle a pu vivre ça et elle a été dans un environnement qui a favorisé ça, ou est-ce que ça a été ignoré par le management? On dit mais attends, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et il y en a des belles boîtes aujourd'hui où tu vas voir et tu dis oui en fait vous faites du recyclage, c'est un mec qui gère ça. Et vous faites la minute colibri. C'est quoi la minute colibri? Tous les lundis matins on lance un petit défi écologique à tout le monde, et c'est cette semaine on prend pas de paille, ou cette semaine on essaye de faire un jour végétarien. Et je connaissais pas. Et c'est Nicolas Verne chez Initial Programme qui a lancé ça, donc je lui rends un petit peu la. Mais voilà, ça c'est intéressant. Et en fait, quand quelqu'un vient te voir et il parle à son manager, j'aimerais faire ça, tu dis vas-y, fais-le. Et ça c'est des bons signes, c'est des signes positifs où il y a des bonnes valeurs dans l'entreprise. Et ça pour moi ce sera déjà le premier critère. Et après moi c'est ce que j'appelle, tout le monde connaît Simon Sinek et le why. Moi je le dis aussi, il y a le why du why, c'est-à-dire que très simplement, je reprends l'exemple de Blablacar parce que j'ai écouté le podcast il y a pas longtemps. Le why de Blablacar, c'est de mettre en relation des gens et créer une communauté autour de la thématique du transport. Le why du why, si je fais très schématiquement, c'est quand même de sauver le monde derrière. En fait, et en fait, tu peux aussi travailler dans une entreprise dont le why n'est pas forcément clair, mais dont le why du why, l'essence même de ce qu'elle fait, contribue à quelque chose de plus fort. Et c'est ce que les jeunes générations recherchent aussi. On se dit je comprends pas ce que je fais, ça a pas de sens. Mais prends du recul sur ce que tu fais et peut-être que tu verras à quoi ça contribue. Et moi, j'aimais très bien ce qu'Atlassian avait dit. Ils font du soft qui permet, Atlassian, donc les produits Jira, Confluence. Si t'es développeur là-bas, ou même designer, tu peux te poser la question, mais à quoi ça sert le système que je fais? Et en fait, Atlassian disait très bien, mais nous, on donne l'outil qui permet aux gens de créer. Et ça, tu te lèves plus le matin pour ça que pour faire du soft, tu vois. Exactement. Et après ils disent nos clients c'est aussi la NASA, et ils envoient des mondes sur Mars, des gens sur Mars. C'est des boîtes qui veulent changer les choses, et du coup une aspiration plus grande que ton
ton day-to-day. Et ça, je pense que du coup, ça aide peut-être les gens aussi à arrêter aussi de toujours remettre en question aussi leur job et d'accepter aussi. Parfois, il y a des choses où on voit pas la valeur ajoutée directe, mais il y a un impact plus grand avec la prise de recul. Donc, on en revient à la prise de recul et à se poser des questions un petit peu. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. C'était une expérience super intéressante et voilà, merci. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.